Eric Zipper, bonjour. Bonjour, Donc, Eric, je suis très content de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. de rien, avec plaisir. Donc, comment te présenter, c'est difficile. Tu as ta boîte en tant que consultant, tu es directeur sur tout ce qui est communication, édition d'ouvrages, etc. Mais en même temps, tu fais de la prévention en entreprise sur tout ce qui est gestion de risque, des formations. Mais on va dire que ce qui moi, m'a fait inviter sur ce podcast-là, c'est encore une autre casquette que tu portes. C'est le fait que tu sois président de l'ONG Corps Mondial de Secours. Donc, tu as été intervenu sur plein de catastrophes naturelles qui ont marqué l'histoire, hein, le tsunami en 2004, en Asie du Sud-Est, le tremblement de terre en Haïti, puis là, plus récemment, les derniers tremblements de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie. Voilà, j'adorerais que tu nous racontes tout ça, que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Comment est-ce qu'on fait pour devenir secouriste? Quelle est la place des secouristes dans le secteur humanitaire? Enfin voilà, tu vois que j'ai déjà plein de questions qui viennent un petit peu en vrac, mais peut-être que le plus simple dans un premier temps, ce serait que tu te présentes et que Ouais. tu nous expliques un petit peu ton parcours. Bah, écoute, moi j'ai 59 ans. J'ai un parcours professionnel un tout petit peu chaotique, mais bon, en 2 secondes, j'ai fait l'école hôtelière de Strasbourg pour aller un peu travailler sur un premier poste de chef de cuisine en Californie. Et puis je suis revenu en France. J'ai encore travaillé un tout petit peu dans la restauration, puis j'ai trouvé un poste de directeur éditorial. Alors ça paraît un peu bizarre, hein, de sauter de la restauration à l'édition, mais il cherchait quelqu'un qui avait fait un bac littéraire et qui avait une expérience de la restauration, donc c'est ce que j'avais fait. Et puis je me suis dit que j'allais y rester 1 an ou 2, j'y suis resté un peu plus de 20 ans, et puis cette boîte a disparu. Et donc là, j'avais atteint un âge canonique pour la recherche de travail, puisque je frôlais les 50 ans. Et donc, j'ai monté ma boîte. Donc, j'ai fait d'un côté une maison d'édition qui s'appelle Baobab Édition, et de l'autre côté, j'ai fait une autre boîte qui fait de l'opérationnel, de la gestion et de la communication de crise, et qui s'appelle Redbox Sécurité. Et voilà. Mais c'est pas ça qui m'a amené au secours du tout. Ce qui m'a amené au secours, c'est en parallèle de ça, un parcours dans ma vie privée qui a été riche de rencontres, de curiosités, tout un tas de choses. Enfin, et là, j'ai démarré par du secours basique, et puis très vite, j'ai compris que bah, les postes de secours, même si j'en fais encore de temps en temps aujourd'hui, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Ce qui m'a très vite passionné, parce que j'étais spéléo aussi, c'était le secours spéléo, où on est confronté à une très longue solitude avec la victime quand même, hein, jusqu'à ce que les secours arrivent. Et puis ensuite, il n'y a personne d'autre qui va nous donner la main. Ça sera à nous de le sortir, et ça sera à nous de tout inventer pour le sortir en bon état. Donc, Alors juste là-dessus, pour bien que les gens nous comprennent, en fait, quand on est secouriste, par exemple, pour la Croix-Rouge, la protection civile et tout ça, ce qu'on appelle les postes de secours, c'est quand il y a, un événement, un concert, ces choses-là. Et en fait, le job du secouriste est, quand même à 90-95 du temps, c'est, d'attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. oui, alors après, ça peut être intéressant aussi, hein. Enfin, moi, j'en encadre plein des postes de secours, hein, mais si tu veux, moi, ce qui m'a un peu lassé, c'est qu'en fait, on applique quelque chose qu'on apprend, qui est tout fait. Alors certes, mais qui est très important. Je veux dire, on sauve des vies, on soulage des gens. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je continue à en faire aussi. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le côté où tu es dans l'action et tu personne qui va venir t'aider, et qu'à un moment, bah, c'est une espèce de communion entre toi et la victime, et ça va être à toi d'être assez inventif et de construire une solution qui va permettre de l'extraire de l'endroit où elle est, que ça soit sous terre, en montagne, je fais du sport en montagne aussi, ou en secours de catastrophe, où là, finalement, tu es encore plus livré à toi-même, quoi. Mmh. Donc, et où il faut inventer des techniques, des moyens, parce que par exemple, en spéléo, moi, quand j'étais patron du secours au début des années 2000, bah, enfin, il n'y a rien qui existe. Tu peux pas aller dans une enseigne de magasin de sport et dire, voilà, à part des mousquetons et de la corde, c'est tout, mais il n'y a pas de civière, il n'y a pas de moyen de liaison, rien. Tout ça, ça a été inventé par le spéléo secours et développé. Et donc ça, c'est intéressant. Parce que juste la spéléologie, donc c'est le fait de se glisser sous terre dans des endroits qui sont parfois extrêmement réduits, extrêmement restreints. Faut pas être trop claustrophobe pour faire ça. Et, Parfois très grand, ou et parfois énorme. Enfin, il y a ou des très grand, mais très profond. Et en fait, c'est très compliqué si jamais on a le moindre accident. Et ça arrive apparemment, il y a quand même pas mal d'accidents de spéléologie.
c'est très difficile d'extraire une victime et de porter secours, parce qu'on est très loin de tous les moyens de transport comme tu disais, quoi. Ouais, alors juste pour relativiser un truc, ce que tu dis, parce que ça a été mon cheval de bataille pendant des années. La spélo est une des activités les moins dangereuses rapportées au nombre de fédérés. C'est-à-dire qu'on D'accord. on a 20 fois moins d'accidents que le football, par exemple, ramené au nombre de licenciés. En revanche, où je te rejoins tout à fait, c'est que quand tu te casses une jambe sur un terrain de foot, en gros, c'est plié en 10 minutes. Mmh. Tu te casses une jambe, sous terre, suivant l'endroit où tu es, c'est un truc qui peut durer, un secours qui peut durer, 1 jour, 2 jours, 3 jours et pour, un fémur cassé sous terre, tu peux en mourir, hein, simplement par la perte de sang qu'il y a, puis l'hypothermie qui suit et puis, voilà donc c'est très vite, et puis ce sont très vite des secours qui demandent beaucoup de monde, donc qui sont médiatisés. Mais il y a en gros une vingtaine de secours spéléo par an et sur ces vingtaines de secours, il y en a 4 hein, seulement qui sont médicalisés et on porte secours, trois personnes sur 4 à qui on porte secours sont des non-spéléos. Donc on a Donc des vraiment gens qui ne se sont pas préparés. voilà et En j'en croise encore tous les ans, tu vois? Près de chez moi, j'habite en Alsace, mais j'habite aussi une partie de l'année en Ardèche et en Ardèche, j'en croise encore des gens qui sont sous terre avec leur téléphone portable, comme unique lumière, hein, mmh. sans se rendre compte que simplement si la batterie est épuisée, ils ressortiront pas, quoi. Donc voilà. Donc en fait, la probabilité d'accident est plus faible que dans d'autres pratiques, mais par contre la gravité, elle peut très vite, monter en flèche, quoi. Ouais et surtout l'importance des moyens déployés. Mais c'est pour ça que le Spélosecours a été fondé en 77 et c'est pour ça que le ministère, en gros, nous avait dit après un gros accident qui avait eu lieu, en Ardèche, justement à la Goule de Fouzoubi, nous avait dit aux spélos: «Ben, vous êtes gentils les gars, mais si vous voulez continuer votre activité, bah, vous montez vos équipes de secours, quoi, parce que nous, les secours classiques, on ne sait pas faire». Et donc c'est depuis 77 que le Spélosecours a une vraie mission de service public, hein, et les conseillers techniques sont nommés par les préfets, les conseillers techniques nationaux sont nommés par, le COJIC et le ministre de l'Intérieur et on travaille, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, mais la force d'intervention comme la SNSM pour la mer, hein, c'est exactement pareil. Moi j'ai beaucoup travaillé avec la SNSM mais on avait ça en commun, c'est on est dans un milieu qui est dangereux et qui est très particulier, où il faut avoir une grande expérience pour s'y sentir à l'aise et donc c'est normal que l'État nous confie, la mission, d'aller chercher les gens qui sont en perdition dans ces milieux compliqués. En s'appuyant bien entendu ensuite sur les dispositifs de secours qui peut nous aider, en partie en surface et en partie sous terre pour ceux qui sont formés. OK et donc c'est en faisant de la spéléologie et donc forcément quasiment tous les spéléologues, c'est ce que j'avais cru lire, hein, finissent par se former aussi au secourisme. Donc c'est par ce parcours-là que toi tu mets le doigt un petit peu dans ce côté, intervention, de Ouais, secourisme en situation d'urgence. alors les spéléologues sont de loin pas tous secouristes, hein. Il y en a enfin sur une opération de secours, si tu as 100 si tu 100 sauveteurs spélos, tu en as 10 qui approchent la victime et 90 qui mettent des cordes, qui dynamitent des passages étroits, qui font du pompage, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses, qui se passent. Non, mais en fait, si tu veux, c'est une suite logique. C'est qu'après, bah, je me suis dit: «OK, c'est sympa, mais j'aimerais bien aussi, faire autre chose» et je suis tombé, par le hasard des rencontres, sur le Corps mondial de secours et j'y suis rentré en 2003 en me disant: «Bah, voilà, dans cette activité-là, je veux rester, je ne veux jamais dépasser le niveau de chef d'équipe parce que je veux vraiment, ne pas avoir à m'occuper de tout et pouvoir, être vraiment les mains dans le cambouis, quoi». Et puis bon, finalement, en 2013, j'ai été élu président. 2004, j'étais déjà parti en tant que chef d'équipe, sur Le tsunami? ah, le tsunami et ensuite voilà, c'était parti sur Haïti, et puis 2013, je prends la tête, mais par contre avec, le fait de dire que quoi qu'il arrive, je même si je suis, parce que je suis parti quasiment tout le temps en tant que chef de mission, hein, même en tant que chef de mission, j'encadre la mission, je fais mon boulot de chef de mission, mais je suis sur le terrain, et puis en tant que spélo dans les équipes, quand il y a un coup qui est un peu foireux et un peu étroit, et en principe, c'est moi qui vais y aller et voilà donc ouais, c'est si tu si le c'est la similitude qui peut paraître un peu bizarre, hein, entre la spélo et le secours de catastrophe, mais il y a énormément de points communs, comme avec le secours en montagne. Le jour où l'hélico peut pas décoller, quoi, c'est que là, ben, il va falloir inventer les moyens de faire tenir ta victime, le temps de la dégager, le temps de la sortir ou le temps de la redescendre de la montagne pour la ramener à la vallée et là,
Là, c'est vraiment à toi de te creuser la tête et de rassembler tout ce que tu as comme ingéniosité, enfin toi et ton équipe hein, qui est autour, puisque tu n'es pas tout seul. Mais c'est là qu'il va falloir être compétent déjà, et puis ensuite s'adapter à l'endroit où tu es et trouver les moyens qui vont bien pour ramener la personne, et ça ne sera jamais deux fois la même chose. Et moi, c'est cette intelligence du secours, alors intelligence avec des guillemets, hein, on n'est pas, on ne se prend pas pour des plus intelligents que d'autres, mais cette obligation de réfléchir et de se projeter et d'imaginer, et voilà, et puis l'importance de la prise de décision que tu prends à un moment qui va vraiment engager ta victime et ton équipe. C'est ça que je trouve, moi, vraiment intéressant dans cette activité-là. Et c'est pour ça que c'est ce qui me plaît vraiment et c'est ce que j'essaye de perpétuer et de transmettre aux équipes de sauveteurs que je forme encore aujourd'hui. C'est passionnant. Tu nous raconteras un peu l'organisation d'une mission justement, mais avant ça, donc tu as dit que tu avais été secouriste, donc tu intègres le corps mondial en 2003 et 2004, il se passe l'un des plus graves événements humanitaires de l'ère moderne, avec ce tsunami qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez, il y a des images hein, que vous trouvez sur Internet où il y a un tremblement de terre qui se passe, c'est dans l'océan Indien, si je ne me trompe pas. La mer se retire et une bonne partie des gens d'ailleurs ne comprennent pas qu'au moment où la mer se retire, c'est le moment où il faut aller se réfugier. Et donc, juste après, donc, cette eau qui rentre dans cette faille sismique revient sous forme d'un tsunami et ça a dévasté plusieurs pays, ça a touché plusieurs pays en Asie du Sud-Est. Toi, tu es allé en Thaïlande, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Déjà, comment est-ce que vous recevez l'information en combien de temps vous partez et qu'est-ce que vous faites sur place? Comme ça en fait des questions, ça. Ça fait beaucoup de questions, mais j'ai plein de questions à te poser. Oui, juste pour revenir sur le tsunami, oui, c'était un séisme à 9,8 sur l'échelle de Richter. C'est le plus gros séisme qui ait jamais été enregistré. Il était tellement gros, ce séisme, et tellement fort qu'il a fait basculer l'axe de rotation de la Terre de 2 degrés. Donc c'est vraiment, il faut vraiment s'imaginer un énorme frisson sur la peau d'une orange, quoi. Et donc, effectivement, ça crée une énorme vague, comme si on jetait un énorme caillou dans l'eau, quoi. C'est exactement le même principe que ça, qui a été ressenti principalement Banda Aceh, qui a été l'épicentre avec plus de 200 000 morts, quoi. Mais qui a été ressenti jusqu'à Madagascar, sur les côtes africaines. Enfin, voilà, ça il est alors beaucoup moins fort, mais avec une vague qui a quand même atteint 1,20 m sur les côtes africaines, ce qui est quand même dingue, quoi. Et avec des vagues sur Banda Aceh, sur la Thaïlande et sur la Birmanie, dont on n'a pas parlé parce que les Birmans avaient déclaré qu'ils n'avaient que 3 morts. Mais bien sûr, quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu tout autour, c'est juste pas possible. Et donc, il faut s'imaginer une vague qui, à certains endroits, mesurait 5 mètres, mais à certains endroits, mesurait plus de 20 mètres. Et voilà, alors d'un côté, ça peut être une vague qui frappe, et d'autre côté, si tu as regardé des images, tu as vu aussi que des fois, c'est une arrivée d'eau massive et qui semble ne jamais s'arrêter et qui augmente, qui augmente, qui augmente et qui charrie tout ce qu'elle détruit en même temps. Donc, le tsunami, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est vraiment enfin, c'est comme toutes les catastrophes liées à l'eau, mais encore amplifiées. C'est-à-dire que l'eau, on peut vraiment rien faire, quoi. Mm. Voilà, ça arrive, ça déferle, ça remplit tout. Mais là, en plus, ça charrie des tôles, du bois, des voitures, des morceaux de maison. Et si on se trouve pris là-dedans, même si on n'est pas noyé, on a de fortes chances d'être écrasé entre les matériaux qui sont trimballés par l'eau, quoi. Donc, pourquoi alors nous, ouais, alors pour faire les choses dans l'ordre, il faudrait juste quand même que je dise qu'une des caractéristiques du Corps mondial de secours aussi, c'est de n'intervenir que si le pays en fait la demande, et de ne pas intervenir forcément, enfin on évite même d'intervenir à l'endroit où tout le monde va. Parce que dans une catastrophe, si on se rafraîchit un tout petit peu la mémoire, si on prend par exemple l'exemple d'Haïti qui a eu lieu après, Mm. tout le monde est parti à Port-au-Prince. Port-au-Prince a été saturé. Il y a des gens qui sont jamais, des équipes de secours qui sont jamais sortis du tarmac de Port-au-Prince. Nous, on a choisi Jacmel, parce que Jacmel, personne n'y allait parce qu'il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien pour y aller du tout. Et il y avait quand même 40 000 habitants dans une ville qui était détruite à 50%. Et donc, avec les autorités, et on s'est dit, c'est là-bas qu'on part. Aux Philippines, on n'est pas parti à Tacloban, on est parti dans l'archipel de Cebu. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais pareil, l'archipel de Cebu, personne ne voulait y aller parce qu'on est à 2 jours et demi de Paris, parce qu'il faut prendre des pirogues, parce qu'il y a la résistance maoïste qui se balade là-bas. Mais là-bas, il y avait des villages entiers qui avaient été arrachés par le typhon, quoi. Donc, on part plutôt sur ces endroits-là. Donc, il se trouve que quand il y a eu le tsunami, la décision qu'on a très vite prise avec l'ambassade de France
en Thaïlande, c'est de se dire que, ben, la Thaïlande, il y avait que 8 000 morts, heu, mais par contre, il y avait personne et en plus, il y avait Khao Lak, l'hôtel de Khao Lak, où il y avait eu, une vingtaine de morts, de ressortissants français et donc ben, on s'est rendu là-bas en premier avec, en étant encadrés par, les commandos du roi de Thaïlande et de l'autre côté, l'ambassade de France, dans le pays. Donc comme on est prévenu, ben, on a une cellule de veille opérationnelle qui fonctionne, tout le temps. Heu, voilà. Là, par exemple, on est en train de suivre le cyclone qui va arriver au Kenya, là, qui a déjà commencé à faire des inondations énormes. Donc au moment où on enregistre, on est en début mai, 2024. Oui et voilà, donc à partir de là, bah, notre cellule est activée. Donc comme elle a été activée pour le tsunami, donc sauf que le tsunami, on a très vite su, enfin, on a su instantanément que c'était une catastrophe, énorme, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on ne sait pas au début, Mmh. Haïti, on est resté à un bilan de 3 morts, toute la matinée. On est passé à 6 vers 13 heures et on finit à 240 000. Donc c'est, voilà, donc nous, c'est cette phase qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'on s'active, on suit, on suit, on suit, on cherche des infos de partout et on décide de partir et donc là, on avait décidé de partir, en Thaïlande, le long de la côte et notre travail là-bas a eu plusieurs objectifs. Comme tout le temps quand on part, c'est en premier c'est la recherche de survivants, mais après un tsunami, on sait très bien que la recherche de survivants, elle est plus qu'aléatoire. C'est très, très rare qu'il y ait des survivants après un tsunami, à l'endroit où la vague est passée, mais ça peut arriver, quelqu'un qui s'est réfugié dans des étages, puis ça a basculé après, donc il y en a quand même cette phase de recherche et systématique qu'on fait, qui est rendue très difficile parce qu'en fait, bah, il y a plus rien. Enfin, il les arbres sont par terre, il y a des trous d'eau qui font, 2-3-4-5 mètres de profondeur. Donc très vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé aux vivants qui étaient encore, sur place et donc ça a été du travail, de soins, ça a été du travail, une partie des équipes, ça a été de rassembler les corps, de d'aider les familles à les identifier et puis ensuite, il y a eu une phase qui a été, très compliquée sur cette mission-là, c'est la phase de destruction des corps puisque les autorités, thaïlandaises et à juste raison, voulaient que ces corps soient détruits le plus vite possible pour qu'il y ait pas de maladie. Donc ce qu'il faut juste imaginer, c'est que des corps après un tsunami, c'est des corps qui sont fortement abîmés, ils ont souvent séjourné dans l'eau, qu'à cette époque en Thaïlande, ben, on dépasse les 34 degrés, que les chambres froides sont réservées aux ressortissants étrangers, heu, à cause de la pression des pays qui veulent absolument identifier de manière formelle, les ressortissants de leur pays et que du coup, bah, il y a une espèce de sentiment, comment dire? Un sentiment d'inégalité, qui m'a été très clairement décrit par un colonel, de l'armée qui était très cordial mais très ferme en me disant, «Enfin vous êtes sympa, vous nous demandez de retarder la destruction des corps pour identifier, 25 ressortissants français et nous, pendant ce temps, on risque de contaminer tous les villages qui sont autour, hein». Donc voilà, il y a aussi cette dualité dans les attentes de chaque côté et moi, je reste toujours intimement persuadé que c'est le pays touché qui reste le pays souverain et que Mmh. c'est à lui de prendre ce genre de décision et quand ils nous ont annoncé qu'ils nous demandaient de les aider à détruire les corps, hein, bah, notre taf, c'était de faire ça parce que même les militaires thaïlandais, ne tenaient plus le coup. C'était une mission qui était vraiment trop difficile. Et voilà, donc on a procédé à ça aussi avec une grosse partie des équipes qui continuent à s'occuper, elles, de la population vivante qui en avait besoin aussi. Mmh. On y viendra sur justement la fatigue des équipes et la dimension, psychologique que ça peut avoir sur les intervenants. Juste pour que tu nous expliques parce que, heu, tu parles qu'il y a un risque de maladie, d'épidémie. Quel genre d'épidémies peuvent se déclarer après un tsunami comme ça avec des corps qui ont été longtemps dans l'eau, à forte température? Enfin, forte Bah, température. toutes les épidémies, style, typhus, style, enfin enfin, faut se dire que du coup, toutes les eaux sont souillées, par, tous les débris qu'il peut y avoir. Alors on parle des humains, mais bien sûr dans ces débris-là, même s'il y a beaucoup d'animaux qui ont fui, mais il y a quand même des animaux qui ont été pris au piège aussi et qui sont dedans. Donc il y a tout un tas de puis après il y a des hydrocarbures, il y a des produits qui étaient dans les maisons, il y a toutes ces choses-là se retrouvent mélangées dans l'eau, dans les réservoirs où les gens avaient l'habitude de boire. Donc voilà, ça, plus tout ce qui va, fermenter, proliférer et tout, donc ça crée vraiment une atmosphère qui est vraiment délétère pour l'être humain. Alors la chance,
entre guillemets, qu'on a après un tsunami, c'est que une fois que le tsunami est passé, bon, il y a eu 2 grosses répliques, hein, quand on était là-bas, qui ont refait crâne un deuxième tsunami, mais les gens avaient évacué, cette bande côtière et puis ça se limite à la bande côtière. C'est-à-dire que très vite, si tu pars un peu plus loin derrière, bah, les infrastructures fonctionnent. Les routes fonctionnent, les hôpitaux fonctionnent, enfin tout est en place, contrairement à un séisme, comme en Turquie ou comme à Haïti où le pays est, enfin, je parle pas de la Turquie, je parle d'Haïti, le pays est à plat, quoi, derrière, parce qu'il y a Mmh. plus rien qui marche, quoi. Déjà que ça marchait pas fort avant, parce que c'est un pays très pauvre, mais là, il y a plus rien qui marchait. Donc la chance là, c'est effectivement que le pays derrière est capable de tenir. Par contre, c'est vrai que nous, l'endroit où on était, c'était une cour d'un monastère et au début, ils ont entassé quelques dizaines de corps et à la fin, il y avait plus de 1 200 corps qui étaient, Ah ouais. là-bas en plein air et donc voilà, enfin, sans rentrer dans les détails, il y a un moment, ces corps-là, on ne peut pas les garder, quoi et donc voilà. Donc c'est pour éviter tout ça. C'est aussi par dignité, parce que voilà, ça peut être la plus grosse catastrophe avec, plein de morts et tout. Et moi, je suis entièrement raccord là-dessus. C'est que je trouve très important aussi de garder, un respect profond et une vraie dignité aussi, face au corps, face aux croyances qui sont liées par les peuples, qui ont des religions différentes des nôtres et des manières d'appréhender les morts et par exemple, en Thaïlande, la la vie qu'il pourrait y avoir après, ça implique beaucoup de choses dont par exemple, la crémation, le fait aussi que normalement, il ne doit pas être touché par un étranger, donc il a fallu qu'on nous autorise à toucher des corps pour qu'ils puissent se réincarner derrière, alors que nous on n'était pas bouddhistes. Donc voilà, donc il faut composer avec tout ça, quoi et il faut composer aussi avec, ben, on a beau être une ONG, on a quand même le drapeau bleu, blanc, rouge, sur la manche et moi, je me fais un devoir d'être, aussi dans les clous vis-à-vis du Quai d'Orsay et du ministère de l'Intérieur. Donc on rend compte aussi et on écoute aussi ce qu'on nous dit depuis la France, voilà. Donc ouais, le boulot, c'est aussi de composer avec tout ça, donc voilà, c'est pas toujours évident. Ah, c'est super intéressant et donc ça relève aussi une partie qui va peut-être un peu à l'encontre de l'image qu'on a du secouriste en catastrophe naturelle. C'est que, le rôle du secouriste, même si évidemment il est de pouvoir sauver des vies, la majeure partie du temps, on sauve pas vraiment des vies, en fait, quand on intervient sur ce genre de catastrophe. Alors, ouais, alors 2 choses. Déjà, c'est pour ça que, on s'appelle pas alors parce que les termes ont leur importance aussi, hein. Un secouriste, c'est quelqu'un, qui a passé un diplôme qu'on appelle le PSE1, PSE2, c'est-à-dire premier secours en équipe niveau 1, niveau 2. Ça, c'est un secouriste au terme de la loi, voilà. Ensuite, par exemple en spélo, ça s'appelle les sauveteurs parce que, ben, quand tu manies des cordes, de l'explosif, et des pompes, tu sauves aussi, quelqu'un, mais tu n'abordes pas la victime en fait, tu participes à un sauvetage, donc tu es un sauveteur. Et donc c'est pour ça que nous, on désigne plutôt les gens qui partent comme ça, comme des sauveteurs, internationaux, même s'il y en a qui appellent secouristes, mais les missions, comme tu le soulignes très justement, on va dire 90 de notre temps, c'est pas du secourisme. C'est pour ça que les diplômes chez nous, c'est en premier, enfin le 1er diplôme, le premier niveau qu'il te faut au bout de 2 ans de formation pour partir à l'étranger, c'est un diplôme de technicien de catastrophe. C'est-à-dire que ce terme englobe le fait que tu dois être capable de soulever du béton, de découper du béton, de potabiliser de l'eau, enfin voilà, de faire des tyroliennes, du palan, de monter un poste médical avancé, voilà et quand tu as de la chance, bah, au fond des entrailles d'un immeuble, de pouvoir aller dégager une victime et de la ramener à la surface. Alors, c'est pas que sauver des vies, mais c'est ce que j'explique souvent parce que si tu veux, moi, concrètement, des gens, que j'ai vraiment personnellement, sortis, des décombres, ça se compte sur une main et pourtant ça fait alors je parle en secours de catastrophe, hein, Mmh pour mh. heureusement plus que ça. Mais en fait, on sauve beaucoup plus de vies que ça. Quand on fait un poste médical avancé, à Kahramanmaraş, alors qu'il fait -10 la nuit, et qu'on soigne des gens qui ont les poumons remplis de poussière, qui psychologiquement sont complètement détruits, qui ont de la fièvre, qui ont des abcès, des surinfections au niveau de plaies et tout et qu'on les soigne, c'est des gens qui vont certainement pas mourir de ça,
Alors en Turquie, ils auraient peut-être été pris en charge quelques jours après, puisque finalement les hôpitaux qui étaient un peu plus loin ont pris après la relève, mais dans les premiers jours, il y avait vraiment personne qui était capable de s'occuper d'eux et on le comprend. À Haïti, par exemple, je sais que et aux Philippines, il y a des gens, dont on a sauvé la vie parce qu'on leur a filé on les a soignés, on leur a filé des antibiotiques, pour pas qu'ils finissent avec une septicémie ou une infection généralisée à cause des blessures qu'ils avaient, qui n'étaient pas soignées depuis 3 4 jours avant qu'on arrive, quoi. Donc ça aussi et puis la dernière pour moi, le dernier moyen de sauver des vies aussi et on l'oublie trop souvent et c'est pour ça aussi qu'on peut pas être que des secouristes, c'est aussi le volet de ce qu'on transmet, quand on arrive parce que, tu vois, alors c'est très rare que j'ai des critiques sur le travail qu'on fait, mais néanmoins, j'en ai quand même souvent sur les réseaux sociaux, du style, tu sais, «Tu crois qu'il y a pas assez de gens à sauver en France? Enfin, qu'est-ce que vous allez Mmh. faire à l'autre bout du monde? Franchement», enfin bon bref, après on va pas épiloguer là-dessus, mais enfin, c'est des choses qui me blessent encore toujours. Et moi, ce que je peux comprendre à travers ce discours, c'est effectivement de dire: «OK, Haïti, 240 000 morts, vous partez à 24 avec 4 tonnes de matos pendant 15 jours et vous avez vraiment pensé que vous avez révolutionné, le truc?» Bah non, bah non, on n'a pas révolutionné et on repart, la boule au bide parce qu'il y a parce qu'il y a tellement de choses encore à faire qu'on n'a pas pu faire. Mais notre boulot à nous qui est l'USAR, donc Urban Search and Rescue, chercher des survivants, on l'a mené à bien. Et ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on amène aussi une étincelle et ça, j'y crois vraiment. On arrive à un endroit où les gens sont hébétés, sont dans une tristesse absolue, n'arrivent plus à bouger parce que c'est tellement dur ce qui leur arrive et c'est tellement inimaginable et d'un coup, bah, tu as une poignée de Français qui arrivent, avec du matos, qui sont là à leur côté, qui démarrent un truc et ils te disent: «Mais vous venez d'où? De France? Mais vous êtes venus pour nous?» «Mais oui, on est venus pour vous, quoi, on est là pour vous aider, quoi». Et là, bah, ces gens-là, tu les vois, ils se remettent debout, bah, ils vont chercher, une pioche, une pelle, un machin et puis, ils se remettent à bosser, toi je me rappelle aux Philippines, par exemple, dans les îlots, on a rouvert en priorité les écoles. On a coupé les arbres qui étaient tombés sur les toits et tout, on a fait ce qu'on a pu et les gamins, ils avaient la vie reprenait une vie normale, même pour les adultes, parce que les gamins repartaient à l'école le matin et tu voyais que la vie reprenait dans ces îlots et je suis persuadé aussi mais que notre mission, c'est ça aussi et là aussi, on sauve des vies, des gens, je suis persuadé, alors peut-être qu'ils ne seraient pas morts, mais qu'ils seraient partis dans un état où tu as vite fait de t'enliser, quand il y a plus rien qui marche, que la vie ressemble plus à rien, tu as perdu tes proches et tout et franchement, mais on l'a vu même en France, hein, on a vu des familles qui avaient leur maison remplie de boue là, quand les digues du Rhône avaient lâché, qui étaient dans le jardin depuis 2 jours sur leur meuble de jardin, ils avaient froid, et toi tu arrives, tu commences à pelleter, à passer du Karcher dans la et puis là tout doucement, bah, ils prennent une pelle, ils prennent une pioche et puis 1 heure après, ça y est, ils sont au taf et ça démarre et tu leur as redonné la niaque pour déblayer leur maison. Voilà, donc ça c'est les 3 niveaux où alors le premier tout le monde le connaît, voilà, tout le monde imagine, on sort la personne des décombres, mais on fait plein d'autres choses derrière et c'est ce qui fait toute la noblesse et toute la valeur de ces missions-là. Et donc, comme tu l'as très bien précisé, pour répondre à ces critiques-là, de pourquoi à l'étranger et pas en France, en fait, tu interviens tout aussi bien, en France lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. C'est juste que, heu, j'imagine qu'on peut le dire, mais la France a l'avantage de pas, subir des catastrophes naturelles aussi puissantes que dans d'autres pays dans le monde et que derrière, on a quand même, aussi un système, de secours et de santé qui, même s'il est critiqué, aujourd'hui, tient quand même un petit peu la route, quoi. Ouais, il y a ça effectivement, et puis nous, alors pourquoi on n'intervient pas en France? C'est enfin, là-dessus, je peux juste te dire 2 3 trucs aussi. Ce que j'explique aux gens qui sont tellement des fois, haineux dans leur critique, c'est que je leur dis: «Bah, voilà, moi j'ai été formé à faire du secours de catastrophe à l'international». Alors, je suis aussi expert chez les sapeurs-pompiers, je suis aussi à la protection civile, enfin voilà, je fais aussi beaucoup d'autres choses en France, mais je leur dis: «Mais si vous voulez aider les Français», c'est aussi ce qu'on me dit souvent après des conférences, on me dit: «Ah mais c'est trop bien ce que vous faites», mais moi j'aurais jamais le courage de faire ça, mais donner un sandwich et 3 pièces de monnaie, ou emmener un café, au SDF qui est en bas de votre maison, c'est la même chose. C'est que moi j'ai la chance d'avoir appris à faire des choses et je suis capable de me projeter à l'étranger. Mais prendre 5 minutes ou 10 minutes pour aller discuter avec un sans-abri dans la rue, ça a la même portée humanitaire que de partir à l'autre bout du monde pour aller sauver quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas super nombreux sur terre à être capable de partir loin pour faire le boulot qu'on fait.
Donc, laissez-nous faire notre boulot pour ce truc-là et vous faites votre part de la tâche avec ce que vous savez faire. Et souvent, ces gens qui te critiquent, c'est justement des gens qui seront bien incapables d'aller porter une tasse de café, un sandwich ou d'offrir un coin un peu chaud pour une nuit à un mec qui dort dehors, quoi. Donc, chacun son job. Et puis, comme tu dis justement, en France, on a deux chances. On est dans un pays, effectivement, qui n'est pas trop encore soumis aux aléas lourds climatiques, hein. Euh, et puis, le deuxième truc, c'est que nous, on ne veut pas empiéter non plus sur les plates-bandes des sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile qui savent faire leur taf. Et quand on intervient en France, c'est parce que notre matériel, notre savoir-faire, nos compétences sont un vrai plus par rapport à ce qui est mis en place. Et pareil, qu'on nous le demande. Voilà, quand on est intervenu à Tende, c'est parce qu'on était les seuls à avoir du matériel conditionné dans des caisses qui ne faisaient jamais plus de 80 kilos et qui pouvaient être transportables par hélicoptère et qui permettaient de soulever, de tirer, de percer. Voilà, et donc, on nous a dit, bah ouais, les gars, embarquez, quoi, c'est de vous qu'on a besoin, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Bon, alors, maintenant qu'on a balayé un peu tous ces sujets, en 2010, donc il y a le tremblement de terre en Haïti. Ça a été un énorme tournant aussi, je trouve, dans l'histoire humanitaire à plein d'égards. Tu parlais un petit peu de ce cirque humanitaire où toutes les ONG débarquent au même endroit, avec très peu de coordination, tout ça. Donc, je pense pas qu'on aura le temps de l'aborder aujourd'hui, mais en tous les cas, vous intervenez là-bas avec ton équipe et tu racontes dans un TEDx que c'est à l'occasion de cette intervention que tu vis l'un des moments les plus gratifiants aussi en termes de secourisme, parce qu'on disait qu'on sauvait pas toujours des vies, mais tu arrives quand même à sauver des personnes en Haïti. Bah oui, Haïti, je pense qu'on a déjà sauvé beaucoup de personnes parce qu'on était les premiers arrivés, il y avait énormément de blessés. Et puis, Haïti, c'est pareil, ça avait beau être le mois de janvier, il faisait déjà très chaud là-bas. Donc, la moindre blessure s'infecte très vite. Et puis, le peu de dispensaires et d'hôpitaux qu'ils avaient étaient HS. Et puis là-bas, et c'est vrai que on a notre chien a réussi à découvrir Elisabeth, ce petit bébé là qui était resté pendant plus de 7 jours sous les décombres et qui était toujours vivant. Donc ça, bah, c'est sûr que c'est l'essence même qui te fait repartir. Quand les gens me demandent pourquoi vous repartez à chaque fois, je dis bah, on repart pour ce genre de choses, pour des sourires qu'on n'oubliera jamais, pour des étreintes qu'on n'oubliera jamais. Donc oui, Haïti, pour ça, ça a été une mission. Je pense que les missions qui ont été très compliquées pour moi, ça a été effectivement celle du tsunami et celle d'Haïti. Haïti aussi, parce que un tremblement de terre est toujours une mission compliquée parce que ça tremble tout le temps, parce que ça s'arrête jamais, parce que les destructions sont massives. Haïti, voilà, c'est tout. Enfin, nous, on était Jacmel, on n'est jamais sorti des ruines, quoi, pendant tout le temps qu'on était là-bas. Tout comme en Turquie, on n'est jamais sorti des ruines, quoi. Voilà, c'est quand il y a des tremblements de terre massifs comme ça, c'est vraiment compliqué et il n'y a pas de période de repos possible puisque tu as. Alors, je me souviens plus du nom, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je me souviens à Haïti qui a eu la plus forte répique, c'était 6,2 un matin à 5h30. Donc, voilà, c'est compliqué de dormir dans ces conditions-là. Aux Philippines, on a été réveillés toutes les nuits par les secousses. Euh, c'est aussi, c'est aussi très dur de s'engager sous les décombres entre deux répliques, parce que les répliques, ça se compte par centaines par jour, hein, tout de suite après un tremblement de terre. Alors, bien sûr, la plupart sont très faibles et ne vont pas menacer les choses. Et donc, toute cette atmosphère est très compliquée, toute cette misère qui est autour est difficile. Par contre, ces moments de solidarité, parce qu'on travaille beaucoup avec la population locale, là-bas on a travaillé avec les pompiers de Jacmel, c'est cette solidarité, cet esprit d'équipe qui se développe avec les gens du coin, c'est cette empathie qu'on témoigne aussi à la population quand on dégage des corps. Tout ça fait aussi que ça permet d'en garder des souvenirs enfin, des bons souvenirs qui prennent le dessus par rapport à tout le reste. Et puis oui, bah, bien sûr, quand tu peux sortir un gamin ou un adulte ou une grand-mère ou n'importe qui, Hum. voilà, c'est sûr que c'est l'essence même de ce qu'on fait. Est-ce que tu accepterais de nous raconter un peu dans le détail cette intervention pour qu'on comprenne justement comment ça se passe? Donc, vous arrivez sur place, vous avez le matériel. J'imagine qu'il
il y a un temps de mise en place, de savoir qui fait quoi, de savoir d'identifier les zones prioritaires. Pour le cas, c'est Elisabetta, c'est ça. Comment est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à l'intérieur? Comment est-ce que vous choisissez d'intervenir sur ce bâtiment, alors que tu dis pendant 7 jours, heu, les victimes sont restées sous les décombres? Ouais, alors déjà juste pour comprendre le délai, parce que enfin moi ce que j'aime, moi j'ai été sur plusieurs séismes, mais les 2 que j'aime bien mettre en parallèle, c'est la Turquie et Haïti, quoi. Parce ils sont très, très différents, hem et ils sont très, très différents dans l'échelle du temps aussi. Haïti, on arrive à Jacmel quasiment, 4 jours et demi après le séisme. On peut se dire 4 jours et demi, putain les mecs, franchement, notre matos est préparé pour aller à Haïti que quand on est parti en Turquie où on dégage la première victime 35 heures après le tremblement de terre. Donc c'est quoi la différence? Ben, plein de différences. La distance, la le nombre de vols capables de partir encore dans le pays. Haïti, le fait de choisir Jacmel, donc on serait pas je pense pas qu'on serait arrivé plus vite à Port-au-Prince et surtout je pense qu'on aurait été totalement inefficace parce que j'ai discuté avec beaucoup d'ONG. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient fous parce qu'ils sont repartis 10 jours après, ils ont rien fait, quoi. Mmh. Une fois qu'on atterrit à Saint-Domingue, bah, il faut trouver un moyen de transport, hein, alors pas routier, puisque la route de la côte est tombée dans la mer à cause du tremblement de terre, donc il y a plus de liaison terrestre entre, la République dominicaine et Haïti. Après, il faut comprendre aussi l'ambiance, enfin le contexte géopolitique. La première phrase qu'on se prend dans la tête, c'est: «Vous allez pas risquer votre peau pour aller sauver les singes». Ça Et qui c'est te dit ça? bah, le peuple dominicain à l'aéroport, de Saint-Domingue. Quand on commence à chercher des moyens de transport et tout, ils nous disaient: «Non mais c'est trop bien que vous veniez et tout, c'est super, mais allez, enfin, risquez pas votre peau pour ces singes quoi, ça vaut pas le coup». Donc aucune coopération de la part de la République dominicaine et finalement il faut trouver un moyen, donc on trouve un moyen via l'armée américaine, via voilà, qui fait pression et qui nous obtient un bateau qui va pouvoir partir de Pedernales, pour donc au sud de la République dominicaine, qui va longer la côte et qui va pouvoir nous déposer à Jacmel. Là-dessus, tu rajoutes le fait que la diaspora haïtienne a commencé à rassembler du matériel, des vivres et tout, et charge ce bateau en sachant qu'il part à Jacmel. Donc, il faut quand même encore attendre quelques heures que ce bateau soit chargé pour que bah, il serve un maximum de personnes. Et après, bah, tu arrives dans la baie de Jacmel après plus 6 heures ou 8 heures de bateau, quoi. Et là, tu tombes face à un équipage qui refuse d'accoster avant la nuit. Il a peur que le bateau soit pris d'assaut et qu'il ne puisse pas repartir. Donc tu attends la nuit, il fait des ronds dans la rade pendant ce temps-là. Après, il s'approche tout doucement des côtes. Après, il met toute la population en joue. Il la fait s'allonger sur le port. Et nous, on débarque dans cet état d'esprit sur le port. Donc là, ben, là, il y a 4 jours et demi qui sont passés quand on arrive là-bas. On arrive de nuit. On a localisé, donc on prend très vite contact avec le chef des pompiers de Jacmel. Donc ils étaient 23 pompiers à peu près. Avant le séisme, ils étaient 16. Après le séisme, ils avaient perdu 7 personnes pendant le tremblement de terre. On essaye de trouver un endroit où on va pouvoir s'installer en sécurité et tout, et on ne peut pas commencer à travailler la nuit dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. Parce que, un, au niveau de la sûreté, c'est pas gérable. Et puis nous, il faut que notre matos il soit sécurisé quelque part si on veut pouvoir continuer à travailler et qu'on ne se fasse pas dévaliser notre matériel dès le début. Et donc, on démarre que le lendemain matin, quoi. Voilà, donc c'est ce qui explique aussi ces délais qui, bah, quand tu es chez toi, tu peux te dire, bah, dis donc, les mecs, ils sont pas rapides, quoi. Voilà, on a fait le maximum et donc à partir de là, bah, le travail, on a travaillé donc avec ces pompiers qui, eux, pendant tout ce temps-là, avaient sectorisé déjà, leur ville. Ils avaient déjà localisé les endroits où il y avait des témoignages qui disaient qu'il pouvait rester du monde, et tout, et donc en fait, on a procédé d'une manière, alors les répliques étaient compliquées parce qu'elles nous rebouchaient les rues, donc nous, on avait essayé de dresser des plans des rues par lesquelles on pouvait passer et pas passer. Mais bon, voilà, du jour au lendemain, ton plan, il était plus bon parce que tu avais un truc qui avait glissé sur la route, tu pouvais plus passer avec ton camion, enfin voilà, donc il y avait déjà ça aussi qui retardait beaucoup dans ce qu'on faisait. Mais eux faisaient vraiment un bon travail, donc une fois qu'on était là-bas, on a pu travailler. Donc en gros, on arrivait, on se disait: «Bah, voilà, on a ce quartier, en dessous là, on pense qu'il y a à peu près, 5 ou 6 maisons qui sont là, qui sont effondrées». On mettait un poste médical avancé pour soigner la population qui était vivante, mais qui était blessée, et pendant ce temps, on avait des techniciens, qui travaillaient, et donc ça se passe toujours à peu près de la même façon. On fait 3 choses à peu près en même temps. On recueille des témoignages, le plus possible, qui habitaient dans cette maison, combien il y avait de familles, est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis, pas ressortis, où étaient les chambres, où étaient les puisque
La similitude, par contre, entre la Turquie et Haïti, c'est l'heure du séisme, hein, fin de nuit, donc l'heure la plus terrible pour un séisme. Et donc, ensuite, ben, une fois qu'on a tous ces renseignements, on se concentre sur les endroits où on suppose qu'il y a le plus de chances qu'il puisse y avoir des survivants. On fait passer les chiens. Les chiens, ils marquent ou ils marquent pas. S'ils marquent pas, généralement, on fait repasser un autre chien en plus pour vérifier. S'ils marquent toujours pas, on considère qu'il n'y a pas de survivants à cet endroit-là. S'il marque ou qu'il fait un signe, même un signe infime, c'est-à-dire marqué, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à un endroit, qu'il va aboyer. Mais des fois, le chien, on le voit juste, il donne un petit coup de nez, on voit bien qu'il a chopé quelque chose, mais c'est pas vraiment franc, quoi. Il y a des fois, c'est pas blanc ou noir, c'est gris, quoi. Et donc le gris, on veut le lever. Donc là, par contre, on va prendre une phase d'écoute. Là, on va mettre des appareils d'écoute sur les gravats. On va devoir avoir un silence total. Et là, on va écouter si on entend quelqu'un qui tape, quelqu'un qui. On peut entendre juste un cœur qui bat s'il est contre le béton et qu'il n'est pas trop profond. Voilà, on peut parler aussi, on peut enfiler un micro qui en même temps sert de haut-parleur, donc on peut aussi appeler à l'intérieur. On frappe aussi, de manière codifiée sur tout ce qui va tout ce qu'on va trouver qui pour nous va pouvoir porter du son assez loin dans les décombres. Donc ça peut être une poutrelle en béton, ça peut être une plaque de béton, voilà, et là on frappe et ensuite on écoute pour voir si quelqu'un répond à cette frappe. Donc là, après, de nouveau, 2 choix, ça répond pas. Ça répond, bingo, bah, on passe une course contre la montre pour dégager. Ça répond pas, on fait ça à plusieurs endroits et on arrête les recherches sur cet endroit-là. On ferme le poste médical avancé. Alors quand même, juste pour donner une petite idée, d'un poste quand on ferme un poste médical avancé, c'est un drame parce qu'on va repartir et quand nous, on arrive et qu'on monte un PMA, on a très vite, 50, 100, 150, en Philippines, on a eu 800 personnes qui faisaient la queue pour, passer sur un poste médical. Parce que les gens savent que s'ils ne sont pas soignés là, avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne les soigner, ça va être très long, quoi. Et malgré tout, avant de partir, hein, 1 heure avant, on demande à nos fixeurs, à nos interprètes, de remonter la file et d'expliquer qu'on ne va plus être là dans très peu de temps et qu'ils essayent de faire passer en priorité les gens qui sont dans l'état le plus grave, quoi, pour qu'on puisse voir si on peut les aider, ou les nourrissons, ou les gens comme ça. Et contrairement à chez nous en France, bah, les gens tournent des talons s'ils estiment quelque chose de pas assez grave par rapport aux autres et rentrent chez eux. Et il nous reste les derniers, quoi. Et je donne toujours la comparaison. Je me dis, imaginez-vous juste aller dans une salle des urgences, enfin, à l'accueil des urgences, dans l'hôpital le plus proche de chez vous, un samedi soir ou un dimanche soir. C'est encore pire le dimanche soir parce qu'il y a le lundi le lendemain matin, quoi. Et puis, demander aux gens qui sentent qu'ils ne sont pas vraiment à leur place ici, s'ils veulent bien sortir pour, laisser la place aux gens qui sont vraiment en nécessité de passer aux urgences. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de gens qui se lèvent et qui laissent leur place, quoi. Donc voilà, donc en gros, on plie notre PMA et puis on part au point suivant. Voilà. Et là, pour Elisabeth, et si on a assez de temps pour que je te raconte ce qui est arrivé en Turquie, c'était pareil, on avait fini de dégager les corps de l'endroit où on était, on avait trouvé 0 survivant et on refait passer le chien une dernière fois et le chien, il marque, sur une maison qui était pas dans notre périmètre, qui Mais il était marque franchement, quoi. ouais, il marque, il rentre dans les décombres, il aboie. Et là, il faut s'imaginer une maison de 2 étages, hein, construite comme on construit à Haïti, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ferraille pas beaucoup, on met trop de sable salé dans le béton, donc le béton s'effrite et tient pas. Donc, quand on a une secousse qui dure un peu longtemps, même si elle était d'une intensité forte, mais c'était pas non plus, la Turquie, ça a été beaucoup, beaucoup plus fort qu'Haïti. Donc le haut de la maison s'est complètement effondré, le bas s'est effondré, mais pas complètement. C'est-à-dire que le plafond s'est arrêté à 1,20 m du sol, quoi. Et entre le plafond et le sol, bah, il y avait le berceau d'Élisabeth, avec un nourrisson qui avait la chance d'être un nourrisson, et c'est pour ça qu'elle a survécu. Ça aurait été un enfant un tout petit peu plus âgé, il serait mort. Pour quelle Heu, raison? Bah, parce alors ce que nous ont expliqué, parce que moi je me suis demandé comment on avait pu retrouver un nourrisson de cet âge-là, qui vivait encore, et en fait elle était en hibernation. Enfin, je te le dis avec mes mots à moi, parce que ça doit avoir un autre mot, mais en fait, elle a pleuré, sa maman est pas venue, lui donner le sein, donc elle s'est rendormie, puis elle s'est réveillée parce qu'elle avait faim, elle a repleuré et puis peu à peu, elle s'est fatiguée, donc elle a pleuré de moins en moins souvent parce que ça dépense beaucoup d'énergie pour un petit bébé de pleurer.
Et puis, bah, sa circulation s'est ralentie, sa température s'est abaissée, son cœur a ralenti. En fait, elle a fait comme un ours, quoi, en hiver, quoi. Et voilà, comment je peux faire pour limiter au maximum mes dépenses pour tenir le plus longtemps possible? Et donc ça, il y a qu'un très jeune nourrisson qui est capable de le faire. Quand Parce quelqu'un il avait quel âge là? C'était combien de mois? elle avait 19 jours, hein. Ah oui, c'était même pas en mois. Non, non, c'était en jours, hein. Donc c'est juste incroyable, quoi. Voilà. Et donc, bah, il marque, elle est dégagée, elle est remise aux pompiers et cette histoire se finit en plus, ses parents étaient portés disparus, enfin c'est pas nous, mais dans tout ce dans tout ce gros souk qu'il y avait, finalement, sa maman réémerge à un moment, est identifiée, dans un dispensaire et son papa dans un autre dispensaire et finalement, la famille au complet et retrouve cette petite fille et cette petite Élisabeth donc sa date de naissance est changée et elle est officiellement née le jour où elle a été, retrouvée dans les décombres, hein, et dégagée et donc tous les ans, on reçoit, une photo de Ah, tu as encore des nouvelles d'elle? alors on n'en a plus depuis ça fait 2 ans qu'on n'en a plus, mais jusqu'à ses 12 ans, on a reçu une photo d'Élisabeth, le jour de son anniversaire, c'était rigolo. Enfin c'était ouais, plus que rigolo quoi, émouvant. Mais donc c'est complètement fou. Donc ça, c'est toute la partie recherche et qui se finit bien mais au moment de l'intervention, parce qu'elle est sous les décombres, c'est très fragile, enfin, à peine 20 jours, c'est plus que fragile, quoi. Comment tu fais techniquement pour, réussir à accéder et à extraire, le nourrisson des décombres? Bah, elle est dans son berceau, hein. Alors c'est pas moi qui l'ai sorti, hein, personnellement, mais c'est ça, tu prends tout ce que tu prends l'ensemble, tu prends le bébé, ses draps, ses machins, elle dort, hein, quand tu l'attrapes, hein, et tu marches à 4 pattes avec, accroupi avec ce bien précieux dans les bras et là, tu peux la sortir, enfin, elle a été sortie sans aucun problème. C'est un endroit où on pourrait progresser, tu vois? En Turquie, c'était beaucoup plus compliqué, là, c'était, pour un bébé, ça passait bien, et un bébé pas blessé, quoi, un bébé, juste endormi ou donc heu, donc ça se passe assez bien, quoi. Et par contre, ce qui m'a toujours, c'est pour ça que ce qui m'a toujours, travaillé après ça et en fait en Turquie, l'histoire enfin le gars que j'ai dégagé, et l'histoire est très similaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû le trouver. Si on s'était arrêté à notre boulot et qu'on n'avait pas eu une petite coïncidence à un moment qui nous dit: «Hey stop les gars, là il y a un truc, heu, il mourrait dans les décombres, quoi». Et donc c'est ça qui est ça te pose beaucoup de questions en tant que chef de mission, en tant que sauveteur et de te dire, voilà, est-ce que je fouille vraiment toujours au bon endroit? Et pourtant je pense qu'on fait bien notre job parce que tout ce boulot de renseignement qu'on fait, c'est le boulot que font souvent nos fixeurs, puisque ceux qui parlent la langue du pays, c'est vraiment de nous, ce qu'on leur demande, c'est d'aller chercher de l'info et après on la trie, quoi, parce qu'après, il y a les fausses infos, il y a les vraies infos. Faut s'imaginer aussi qu'une population, face à une catastrophe, hein, ils ont tous vécu des drames et ils aimeraient même s'ils savent que leur famille est décédée et qu'elle est dans les décombres, ils ont envie qu'il y ait des gens qui aillent voir pour être sûrs qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment morts, qu'il y a pas encore une toute petite chance qu'ils soient vivants et qu'on pourrait les sortir. Parce que je comprends, il y a pas de jugement sur ce que je dis, hein, mais n'empêche que ces informations, elles viennent parasiter et nous, ce qu'on veut pas, c'est que ça prenne la place, d'infos qui nous informent sur quelque chose où on a vraiment des chances de sortir quelqu'un vivant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on croise au maximum les témoignages et qu'on arrive à savoir quels sont les témoignages fiables et ceux qui sont pas fiables. Et donc là, comme à Haïti comme en Turquie, on savait que le quartier, enfin l'amas de maisons qu'on avait fouillé à Haïti, avait beaucoup de chances de contenir des personnes qu'on va retrouver, mais décédées, quoi. Mmh. Alors qu'aux alentours, il y avait aucun témoignage qui disait qu'il restait quelqu'un et personne n'avait parlé d'un bébé qui était encore, coincé dans une maison, c'est une info qu'on n'a jamais eue, quoi. Donc il y avait aucune raison qu'on fouille à un endroit où personne nous avait dit qu'il y avait une chance de trouver quelqu'un vivant. Donc on se focalise finalement sur les endroits où on a le plus de chance, hein. Mais c'est vrai qu'après au détriment parce qu'en Turquie, si c'est le moment d'en parler, je sais pas, Bah, vas-y, oui, oui, donc tu dis qu'en Turquie, donc rebelote, tu démontes le poste, médical avancé et c'est à ce moment-là que le chien marque, c'est ça? alors en Turquie, nous on était
quand on a découvert cette deuxième victime, on était à Malatya, donc on n'avait pas dormi, c'était une course contre la montre. Le tremblement de terre était le lundi matin, donc là, on était le mercredi en fin de journée. Et en Turquie, on a vraiment fait au début que du sauvetage dans les déblais, quoi. C'était vraiment la course contre la montre, c'était repérer les survivants et les dégager, quoi, parce qu'on avait beaucoup de chance de dégager, mais comme il faisait très très froid la nuit et que très froid la journée, les chances de survie étaient quand même très réduites, quoi. Donc il fallait se dépêcher. Enfin, il faut toujours se dépêcher. Mais là, on ne se sentait vraiment pas d'aller se reposer la nuit, quoi. C'était juste pas possible. Donc on a vraiment travaillé tout le temps. Et donc, la Turquie, la grosse différence à Haïti, c'est 2 tremblements de terre, beaucoup plus forts qu'Haïti, à 9 heures d'écart. Donc là-bas, on avait classé, enfin la FAD, les services de secours qui géraient tout ça, avait classé les immeubles en 2 catégories. Les immeubles pleins, ceux qui sont tombés au premier tremblement de terre, et les immeubles vides qui sont tombés au deuxième tremblement de terre. Donc, bien sûr, nous, immeubles pleins. Et donc à Malatya, on nous indique un immeuble qui devait faire 5 ou 6 étages. Il y avait de fortes chances qu'il y ait des survivants là-dedans. Et donc, nous, notre boulot, ça a été de percer les dalles, puisqu'il n'y avait plus d'accès, on ne pouvait même pas accéder par les balcons, plus rien, tout était écrasé. Donc, on a percé les dalles par le toit, les dalles en béton, et on est descendu étage par étage. Donc, c'est un travail qui est long, hein, et puis qui est pas facile non plus. On a fait passer les chiens, voilà, on a repéré, on a repéré personne de vivant, et donc on arrête les recherches en fin de journée pour partir autre part. Donc, ça veut dire que bah, les sauveteurs partent, on arrête les groupes électrogènes, tout le monde se rassemble vers les camions, et à ce moment-là, il y a des militaires, enfin des sauveteurs de l'armée turque qui arrivent, hein, et donc leur chef se met en contact avec moi, me demande ce qu'on a fait pour qu'ils ne refassent pas la même chose, je leur explique. Et puis il y a un de leurs gars qui revient et qui me dit tu as encore quelqu'un qui est dans les décombres? Et je lui dis bah non, ils sont tous partis. Il me dit ah bon, bah, j'ai dû rêver. Et moi je dis ben non, dis-moi, pourquoi tu as entendu quoi? Et donc, dans l'immeuble vide qui s'était effondré après et qui touchait, qui était imbriqué dans les dalles de béton de l'autre, il me dit, bah, j'ai entendu un bruit par là. Et donc, on creuse, on trouve un étage où j'arrive à me glisser. Donc, moi, je tape partout. Donc, quand on dit glisser, c'est que la hauteur, je tenais pas à quatre pattes, quoi. Donc, Ah ouais. c'est vraiment très, 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 très petit et ça tient sur très, très peu de choses. Je me souviens que cet étage, à un endroit, il tenait sur les restes des meubles de salle de bain qui étaient écrasés, quoi. Donc, Wow. on fait attention quand on progresse dedans et je tape un peu partout en espérant que quelqu'un réponde et personne ne répond. Et en ressortant, je tape une dernière fois sur un poteau en béton. Et là, il y a quelqu'un qui tape, mais à l'étage d'en dessous. Donc, on redéblaye entre les 2 immeubles le plus vite possible. Et en étant spéléo, bah, c'était cool de se passer dans ce petit trou. Je rentre et là, je vois une main qui bouge et je retrouve ce gars, quoi. Donc, je suis rejoint par le chef de l'équipe turque. Et moi, quand je rejoins ce gars-là, le premier truc que je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fiches là, quoi? Enfin, pourquoi je te retrouve ici dans un immeuble vide, quoi?» Et là, le gars qui a été très donc il me raconte que, bah, il est sorti effectivement, puis il est retourné dans l'immeuble pour aller chercher son iPhone, et puis l'immeuble s'est effondré, quoi. Et par contre, ce qui était très intéressant, c'est que lui, du coup, m'a raconté ce que lui a vécu. Parce que là, avant qu'on sorte, ça a été long. Enfin, ça a été long. Il a fallu qu'on stabilise un certain nombre de choses, qu'on puisse passer une civière, qu'on le mette dedans, enfin, qu'il soit perfusé avant qu'on le sorte. Et voilà, c'était un peu compliqué. Donc, on a eu du temps pour discuter. Et il m'expliquait que bah, quand l'immeuble s'est effondré, il s'est dit déjà, il y a très très peu de chances qu'on me retrouve parce que je suis dans un immeuble où normalement il devrait y avoir personne, donc personne ne va venir chercher dans ces immeubles-là. Donc il était en train de se dire que, bah, il allait mourir tout doucement dans son immeuble, quoi. Et puis paf, il entend du bruit, des groupes électrogènes, des marteaux-piqueurs, des chiens, machin, et il se dit: «Ouais, trop bien, c'est bon, on va me retrouver, quoi». Et puis en fin de journée, bah, il entend tout qui s'arrête, tout le monde qui quitte, les voies qui s'éloignent de plus en plus, et là il se dit: «Bon, bah, cette fois c'est fini, quoi, on ne reviendra plus jamais chercher, c'était ma seule chance». Et il me dit, et tout d'un coup, alors que c'était un silence de dingue, quoi, j'entends des coups. Et là je me dis: «Cette histoire-là, quoi». Et voilà, c'était juste hallucinant. Et ce qui est important, c'est ça aussi, c'est de se dire il faut rester à tout moment, enfin, il faut rester hyper vigilant tout le temps et ne pas se dire: «Oh bah oui, bah, ça a dû être un caillou qui a roulé» ou bien: «Bah oui, il y a peut-être quelqu'un qui a allé pisser derrière la maison». C'est de se dire: «Ah non, bah non, 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 ça peut aussi être quelqu'un, il y a très, très peu de chances, mais ça peut être quelqu'un qui soit pas au bon endroit et qui finalement appelle à l'aide, quoi».
et on y va quand même et on prend quand même des risques et on va quand même voir et là, ça paye, voilà. Donc c'est voilà, la mission du sauveteur, c'est ça aussi, quoi. C'est cette hypervigilance et cette volonté et cette envie de prendre en compte, toutes les infos qu'on peut avoir, et ces 2 survivants, je les compare souvent parce que ce sont 2 survivants qui étaient en périphérie des zones sur lesquelles on travaillait et qui n'avaient finalement, que très peu de chances d'être sauvés et qui finalement y ont été, quoi. Ah, ça pose plein de questions. J'en aurais encore, des centaines à te poser, je sais que tu dois y aller, qu'on peut pas continuer encore beaucoup, mais déjà je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Ouais, je t'en prie. Hem, je pense, si ça te va, que peut-être on fera, un volume 2 parce Ouais, que ce qui aurait été juste bien, c'est qu'on puisse juste échanger sur aussi, l'origine du corps mondial de secours. beh, en fait, c'est ça. Moi, j'avais plein de questions sur l'organisation, sur, comme je te disais, l'impact psychologique sur les équipes, sur, même la vision que toi tu peux porter sur le secteur humanitaire avec cette expérience-là. Enfin, j'en ai vraiment plein, plein, plein. Je trouvais ça très bien qu'on aborde le côté sauvetage parce que c'est une partie qui est assez peu connue, le côté, search and rescue et c'était vraiment chouette. Mais donc vas-y, explique-nous un petit peu quand même l'origine du corps mondial de secours avant qu'on finisse sur l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, donc le corps modèle de secours, c'est une ONG qui est très peu connue, en France, hein, mais qui est certainement une des plus anciennes puisqu'elle a vu le jour en 1972 et suite aux inondations qu'il y a eu au Bangladesh. Donc ça a été une grosse catastrophe. Bon, une époque où il y avait pas les réseaux sociaux, pas autant de télé que maintenant. Donc aujourd'hui, ça aurait été comparable à ce qui s'est passé à Banda Aceh, hein, puisqu'en gros, c'était le même nombre de morts, hein. Et là, il y a une, on va dire un groupe d'intellectuels, français, qui étaient regroupés autour de l'abbé Pierre. Mais c'était Théodore Monod, c'était Pierre Mendès France, c'était enfin voilà c'était des chouettes personnes, enfin qu'on connaît pour aussi, leur qualité humaine, qui se sont dit, «Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous là à Paris, pour aider, des gens à l'autre bout du monde, qui sont en train de mourir et nous on est dans notre canapé et on fait rien, quoi». Et donc, ils ont décidé en 72, de monter, une organisation qui s'appelait «Pour un corps mondial de secours». Donc l'idée, c'était vraiment, voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire pour, regrouper de l'argent, des moyens, mais faire quelque chose pour aller aider son prochain, à l'autre bout de la planète. Donc ça s'est transformé au fil des années, hein, pour, finalement, devenir, plus un fer de lance, qui part, sur le terrain, faire des choses que, un groupe, qui cherche plutôt à mobiliser en restant en France, quoi. Mais néanmoins, on n'a pas de côté religieux, hein, même si l'abbé Pierre était, c'était sa vision, enfin, c'était des humanistes tous, hein, avec une vision que moi je partage à 100, enfin et que j'essaye et qu'on essaye de garder dans notre ONG. C'est-à-dire que, les gens, par exemple, chez nous, déjà, il y a une sélection, mais on en parlera certainement sur un numéro 2 qui se fait. Mais on les évalue sur 50 de savoir-faire et 50 de savoir-être. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'intime conviction et c'est ce qui m'a toujours animé au niveau du secours, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, c'est de se dire qu'on est quand même un seul peuple sur un frêle esquif, enfin, qui est de plus en plus frêle en plus, hein, et que si on peut faire quelque chose pour aller aider, son frère, sa sœur, qui est haïtienne, haïtien, népalais, voilà, et qu'on a les moyens de le faire et bah, il faut y aller, quoi. C'est exactement ce que je te disais au début, c'est exactement comme d'aller aider, celui qui est à côté de chez nous dans la rue et nous, on a la chance et on a l'opportunité de pouvoir aller apporter cette aide, loin de la France. Donc il faut le faire, mais avec cette vision humaniste et pas uniquement cette vision de technicien, voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de garder dans cette ONG qui est l'ADN de notre ONG et cet ADN qui nous a sauvé la vie plusieurs fois parce que ce travail en considérant, le drame humain qui se joue et en ayant une réelle empathie et une réelle solidarité avec, la population et avec les gens dont on dégage les enfants, les maris, les parents et tout, on peut pas être que des techniciens, tu vois? Et on forcément, on pleure à côté d'eux ou forcément on est bouleversé par ce qu'ils vivent, même si on doit rester technique, pour Mmh. faire notre boulot correctement et pas se laisser submerger par l'émotion.
Mais enfin, on parlait d'Haïti avant. Enfin, moi, je me souviens d'une grand-mère qu'on avait identifiée sur les gravats qui regardait. On dégageait ses enfants et ses petits-enfants morts. Et moi, j'ai pas pu ne pas m'asseoir à côté d'elle pendant le temps où on les dégageait. Elle pleurait tout ce qu'elle pouvait. Et moi, j'en avais les larmes aux yeux. Mais elle a été. Mais c'est ça aussi notre mission. C'est-à-dire, ce que je veux juste te faire comprendre, c'est le fait de s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre, hein, et de lui montrer qu'on souffre avec elle et qu'on partage cette souffrance. Enfin, je pense que ça rend moins insupportable la réalité et ça la partage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Si tu mets de l'autre côté les Américains qui étaient à Port-au-Prince, eux étaient entourés par des GI qui tenaient en respect avec leurs armes la famille, dont on extrayait des personnes, où on cherchait les survivants et où on fouillait dans les décombres et où on ressortait leurs souvenirs personnels et tout, qu'ils n'avaient même pas le droit de revenir chercher. Voilà, c'est 2 visions qui sont très, très différentes du rôle du sauveteur dans une catastrophe. Donc voilà, c'est l'héritage qu'on a de ça. Et donc, on est une ONG, on est une petite ONG parce que j'ai réduit considérablement les effectifs parce que je voulais qu'on soit opérationnel à H24. Donc, les gens, j'ai laissé beaucoup de temps aux gens pour qu'ils se fassent vacciner, qu'ils mettent leur vaccin, qu'ils se mettent à jour des recyclages. Enfin, voilà, il y a ceux qui l'ont fait, il y a ceux qui l'ont pas fait. Donc maintenant, en gros, on est un peu plus de 80 sauveteurs opérationnels, plus les gens qui restent en base arrière. Mais vu qu'on part au maximum à 25 personnes, je veux dire, c'est pas la peine d'en former non plus des, des palanqués pour dire qu'on est très très nombreux, ils partiront pas tous. Et on est une ONG avec bah, tous les avantages et les inconvénients d'une ONG. L'avantage, c'est une certaine latitude dans les prises de décision, même si nous, on va dire qu'on est quand même très respectueux. Donc, on veut déjà que le pays nous demande de venir, puis après, on file quand même beaucoup d'infos et on écoute aussi ce que nous dit le Quai d'Orsay et éventuellement le COGIC. Et, euh, et on vit, alors l'inconvénient, c'est qu'on vit aussi que des dons. Voilà, et qu'on est aussi forcé de tenir compte de ça. On est tous bénévoles, il n'y a pas un seul salarié, il y a pas... on paye nos déplacements, on paye notre nourriture sur les stages, sur les formations, sur les entraînements pour que chaque euro qu'on ait dans notre caisse nous permette de repartir en mission à la prochaine catastrophe. Donc voilà un peu la philosophie du Corps mondial de secours, hein. Et alors on est peu connu, par contre des autorités, on est connu euh, et apprécié parce qu'on a quand même eu voilà, de très très nombreuses lettres et diverses reconnaissances par les pays dans lesquels on est intervenu au plus haut niveau, qui montre quand même que voilà, on fait notre job correctement et que ce job il est reconnu comme étant efficace et professionnel dans les pays, pour les pays dans lesquels on a travaillé. Ah ben, merci beaucoup. Et donc pour les personnes qui seraient intéressées à qui tu aurais éventuellement donné envie ou suscité une vocation, comment est-ce qu'ils peuvent contacter le Corps mondial de secours? Quel est le parcours un petit peu? Bah, via notre adresse internet, alors on a un site qui est en cours de réfection, mais qui fonctionne toujours sur la petite rubrique contact, via notre page Facebook, hein. Et puis sinon, c'est contact@corpsmondialdesecours.fr et il y aura quelqu'un pour leur répondre et puis, leur expliquer en détail et puis, voilà. Et c'est avec plaisir qu'on accueillera, des gens qui sentent l'envie et de rentrer, dans cette philosophie, dans ce moule et dans cet apprentissage, pour pouvoir ensuite, partir, quoi. Bon, Éric, merci beaucoup pour tout ton temps. Est-ce que, avant de partir, tu aurais, voilà, un dernier mot, que tu aurais envie de glisser avant de clôturer cet entretien? Bah, ce que j'aimerais, juste pour conclure, expliquer que les gens qui sont là au corps mondial de secours, sont tous animés par la même chose, qu'on n'a pas de surhomme ni de surfemme, parce qu'on a aussi 35 de femmes dans nos rangs qui suivent le même cursus que les hommes exactement, avec la même formation. Ce ne sont pas des surhommes et qu'avant tout, je pense que c'est vraiment une histoire, c'est vraiment ce qui m'a animé depuis le début que je fais du secours, c'est ces histoires d'hommes, et de femmes. Enfin, je veux dire de solidarité, de travailler en équipe. En montagne, on peut rien faire tout seul. En spélo, on peut rien faire tout seul. En secours de catastrophe, on peut rien faire tout seul et en fait, on est bon parce qu'on a un bon groupe autour de soi, quoi, et qu'on a des équipes qui sont, fidèles et qui travaillent correctement, quoi. Et je pense que c'est ça qui doit attirer les gens. C'est vraiment de rejoindre quelque chose où on n'a pas besoin d'être,
marathonien de l'extrême, on n'a pas besoin de soulever 100 kilos de fonte tous les matins. On a besoin d'avoir une vraie volonté d'aider. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour les faire monter en compétences et les former pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc oui, s'il y a des gens motivés, ben, ouais, venez, on a besoin de bras, on a besoin de sourire, on a besoin de gens motivés et on vous accueillera avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ton témoignage et puis au plaisir de te réinviter sur le podcast. Ben oui, plaisir partagé. Ouais, ouais, je pense qu'on a encore deux, trois trucs à se dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, moi, j'ai plein de questions encore à te poser. Eh ben, écoute, ça sera avec plaisir, dès que tu auras un prochain créneau. Ouais. Merci pour ton temps. Passe une très bonne journée. Merci, toi aussi, et puis à bientôt.